Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous une histoire qui nous fait réfléchir non seulement au travail de ceux qui prennent soin des lieux la nuit, mais aussi à la façon dont certains lieux finissent par être marqués par des énergies négatives, qu'il s'agisse de forces ou d'entités qui privilégient ces espaces, ou quel que soit le nom que vous leur donnez. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans une expérience qui offre peut-être l'une des nombreuses explications possibles pour comprendre ce qui se passe dans ces lieux. Alors, puisque nous sommes ici, laissez-nous vous accompagner. Quelle que soit l'activité que vous faites aussi, vous préférez vous détendre un peu en vous déconnectant du stress et de l'agitation du monde extérieur. Mieux encore, y prenez votre boisson préférée et venez avec nous en Argentine, où Ramón Menendez nous raconte son histoire. Quand j'avais 25 ans, à environ 5 pâtés de maison de chez moi, un petit bar a ouvert qui est rapidement devenu le point de rencontre préféré des jeunes de la région. Y compris mes amis et moi, nous fréquentions cet endroit. Pour profiter de bons moments, le bar avait une table de billard et il n'y avait pas de samedi quand vers 22 heures, nous n'étions pas là pour jouer, discuter et nous amuser avec quelques bières avant d'aller au club. Nous l'appelions l'aperçu des loisirs pour le reste de la nuit à ce moment-là. Je sortais déjà avec Camila, qui est maintenant ma femme. Et heureusement, elle ne s'est jamais opposée à ce que j'aille au bar avec mes amis, en fait. Elle y est également allée avec ses amis, et nous avons donc formé un grand groupe. L'atmosphère de l'endroit était incroyablement agréable. Malgré la simplicité, il n'y a jamais eu de bagarres ou de confusion. Même si beaucoup sont partis assez ivres, et le propriétaire, le bar se portait très bien financièrement, donc ce fut une surprise quand un samedi soir nous sommes arrivés, là comme d'habitude, et l'avons trouvé, fermé quelques jours plus tard. Je suis passé devant l'endroit, et c'était toujours le même une semaine plus tard. Le bar a rouvert et nous pensions tous qu'il avait fermé pour rénovation, puisque le propriétaire est prospéré, mais tout semblait pareil, sauf peut-être la table de billard, qui semblait avoir changé le tissu. Si avant il était vert, maintenant il est bleu. Juste un détail, dont je me souviens vaguement, car je ne sais pas avec certitude la couleur d'origine, mais avec la certitude n'était plus la même. Les semaines passèrent comme si de rien n'était, jusqu'à ce que 2 semaines plus tard, le bar ferme à nouveau. À ce moment-là, j'avais déjà de bonnes relations avec le propriétaire et ses 2 fils qui travaillaient au bar. Je n'hésitais donc pas à demander la raison de cette fermeture soudaine. Ils m'ont dit quelque chose que j'ai trouvé un peu étrange. « Ramón, parle à mon père. Il pourra mieux t'expliquer. Mais ne t'inquiète pas, tout va bien. Continue à venir. On fera en sorte que tu continues à t'amuser ici. On s'en fiche. » C'est Oscar, l'un des fils, qui était seul au bar ce jour-là, occupé à nettoyer les lieux pour une autre soirée. Après le travail, je suis repassé devant le bar. Je n'avais pas l'intention de poser de questions pour ne pas paraître indiscret, mais en voyant le propriétaire derrière la vitrine servir avec tant de dévouement, j'ai décidé de descendre de vélo et d'aller le saluer. J'ai commandé une bière et me suis assis sur un tabouret au comptoir pendant qu'il servait les clients. Nous avons commencé à discuter au bout d'une demi-heure environ, et j'ai compris que c'était un jour de semaine, et mes parents s'inquiétaient peut-être pour moi. J'ai remercié M. González, appelons-le comme ça, et lui ai dit que je devais y aller, car il m'attendait à la maison. Il a répondu en souriant, « Vas-y, doucement, on t'attend samedi comme toujours. » Ces mots semblaient être le moment idéal pour lui poser la question qui me trottait dans la tête. Sur un ton de plaisanterie, j'ai dit « Bien sûr, je serai là, d'accord. Si tu ne refermes pas, hein? Mais après tout, ce qui s'est passé est normal, puisque tu as refermé 2 fois. » Je me souviens que son sourire a disparu de son visage. Son visage est resté sérieux un instant. Il a regardé le sol et, après un moment de silence, il m'a regardé avec la même expression sérieuse, me proposant quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. « Il s'appelle Ramón, n'est-ce pas? J'ai besoin de quelqu'un pour garder le bar toute la nuit. Mes enfants ne peuvent pas, car ils partent à l'université demain matin. Et je dois m'occuper de ma femme qui est malade. Mais ne vous inquiétez pas, vous ne resterez ici qu'après la fermeture de la porte. Nous partirons et vous laisserons les clés. Je vous promets que je serai de retour avant midi.
et ensuite vous pourrez rentrer. Je peux même te prendre en camion pour que tu n'aies pas à rentrer à vélo. » À ce moment-là, j'étais sans voix. Mon travail à l'époque ne durait que l'après-midi, donc ce serait bien d'avoir quelque chose à faire aux petites heures du matin et de gagner un peu d'argent. Cependant, il fallait que je réfléchisse mieux, car j'avais d'autres choses à faire dans la journée, notamment avec ma petite amie, et je ne voulais pas créer de problème dans notre relation. Je lui ai dit que je voulais d'abord m'organiser et que je donnerais ma réponse le lendemain. Monsieur Gonzalez a accepté et nous nous sommes dit au revoir ce soir-là. J'ai parlé de l'offre d'emploi à Camilla. Monsieur Gonzalez m'avait demandé, je m'attendais à ce qu'elle soit dérangée par le temps que cela puisse nous séparer. Mais au lieu de cela, elle a dit quelque chose qui m'a pris par surprise. « Êtes-vous sûr de vouloir accepter ce travail ? N'avez-vous pas entendu ce qu'ils disent à propos de ce bar ? Mon père est ami avec le propriétaire, et il a dit que l'endroit était hanté les 2 fois où le bar a fermé. Vous souvenez-vous que c'était à cause de ça ? Le propriétaire a même appelé un guérisseur pour nettoyer l'endroit, mais il semble que rien n'ait changé. J'ai été surpris par ce qu'elle a dit, mais après quelques secondes, j'ai commencé à rire en faisant semblant de lui avoir demandé si elle était vraiment Eva dans ses histoires, parce que dans ma tête, les fantômes n'existaient pas et ces guérisseurs n'étaient que des gens qui profitaient des autres. Camilla était visiblement bouleversée que j'ai ri et m'a sérieusement mise au défi d'accepter le travail en disant que cela ne la dérangeait pas si nous ne nous voyions pas pendant un certain temps. Elle voulait que je lui prouve que je n'avais pas peur et que je lui raconte ensuite comment s'était passée l'expérience. Pour être honnête, je ne voulais pas céder et cette même nuit, nous avons fait une sorte de pari sur qui aurait raison le lendemain. Je suis allé au bar et j'ai annoncé au fils de M. Gonzalez que j'acceptais la proposition. Il savait déjà que son père m'avait proposé le poste et était ravi de ma réponse. Nous avons convenu que je commencerais ce soir-là après minuit. Comme c'était un jour de semaine, le bar fermerait tôt et je serais seul. J'étais excité, mais je ne pouvais m'empêcher de penser à ce que Camilla m'avait raconté à propos de l'endroit. Lorsque M. Gonzalez et ses fils m'ont dit au revoir, ils m'ont dit d'aller jouer au billard. Si je le voulais, je le pouvais. Fais ça pour faire passer le temps plus vite, et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai pris une bière, j'ai commencé à jouer au billard et j'étais complètement immergé dans le jeu quand soudain j'ai entendu un bruit étrange. Oh, avant que j'oublie, je suis de Buenos Aires, Argentine. Je ne pense pas avoir encore mentionné ça. Je vis dans un quartier où ces histoires de fantômes, sorcières ou quoi que ce soit de ce genre ne sont pas courantes, et c'est peut-être pour ça que je ne croyais pas à ces choses, mais comme la vie nous surprend toujours, parfois ce que nous pensons être juste des légendes devient quelque chose de bien plus réel que nous l'imaginons. J'ai entendu un léger bruit provenant d'une des fenêtres, comme si quelqu'un tapait légèrement sur la vitre en essayant de ne pas trop attirer l'attention. Les rideaux étaient fermés, donc je ne pouvais pas voir ce qu'il y avait dehors. Il était déjà environ 4 heures du matin, et la première chose qui m'est venue à l'esprit était que c'était peut-être mes amis, puisqu'en plus de ma petite amie et de ma famille, je lui avais aussi parlé du travail. L'idée d'une visite surprise m'excitait. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai tiré le rideau, mais à ma grande surprise, il n'y avait personne. Toujours persuadé qu'il s'agissait d'une blague de mes amis, j'ai pris la clé et ouvert la porte, mais une fois de plus, je n'ai trouvé personne. La rue était calme. Quelques voitures seulement passaient et les conducteurs me lançaient des regards curieux. À cet instant, j'ai senti un frisson me parcourir, quelque chose qui m'a mis mal à l'aise et sans explication. Je suis resté là quelques secondes encore, attendant que quelqu'un apparaisse. Mais comme personne ne s'est présenté, je suis rentré et j'ai verrouillé la porte. En me retournant vers la table de billard, j'ai senti un frisson me parcourir le dos. Les couilles que j'avais, je les avais laissées éparpillées sur la table et ils étaient maintenant empilés en une croix parfaite, et le plus effrayant était que du côté où je jouais, la croix semblait à l'envers. J'étais paralysé sans pouvoir traiter ce que je voyais. J'ai regardé autour de moi, en essayant de comprendre s'il y avait quelqu'un d'autre. Mais c'était impossible.
J'avais la clé et l'endroit était vide depuis que Seigneur Gonzalez et ses fils étaient là, bien qu'il n'y ait aucun moyen que quelqu'un ait pu faire cela sans que je le remarque. J'ai défait la croix, j'ai rangé les boules et j'ai laissé la boisson de côté. J'ai décidé de me laver le visage dans le salle de bain, essayant de me débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. La fatigue et la bière que j'avais bu semblaient être une explication raisonnable à ce que j'avais vu. Cependant, quand j'ai quitté la salle de bain et suis allé vers la cuisine pour faire du café, j'ai entendu le bruit à la fenêtre à nouveau, mais cette fois le rideau avait bougé tout seul et je pouvais voir ce qu'il y avait de l'autre côté. De l'autre côté de la vitre, il y avait une femme, une très vieille dame, et avec tout le respect que je vous dois, assez laide, mes jambes ont commencé à trembler de peur. Et pour la première fois de ma vie, mon cerveau m'a dit que ce que je voyais à ce moment-là, c'était probablement une sorcière. Si vous aviez été témoin de ce que j'ai vu, je suis sûr que vous auriez pensé la même chose avec votre cœur. Je suis allé à la cuisine et me suis assis en essayant de digérer ce qui venait de se passer, en espérant qu'elle ne ferait plus de bruit ou n'essaierait pas d'entrer dans mon esprit rationnel. Elle a essayé de me calmer en disant que c'était juste une dame de la rue qui voulait me faire peur. Cette justification a commencé à me rassurer, mais de temps en temps, la peur revenait en imaginant que cette femme pourrait essayer d'envahir le bar. Cependant, j'ai refusé de vérifier si elle était toujours là. Heureusement, elle avait verrouillé toutes les portes et fenêtres. Ce n'est que vers 6 heures du matin que j'ai eu le courage de quitter la cuisine. Je l'ai fait uniquement parce que le jour commençait à poindre, ce qui m'a conforté dans l'idée que j'avais de la chance. Tout était en ordre, sauf le rideau de la fenêtre, toujours ouvert, le même à travers lequel cette femme avait espionné. Seigneur Gonzalez est arrivé à 9 heures et m'a ramené chez moi comme il me l'avait promis. Pendant le trajet, je me suis remémoré ce qui s'était passé et je me suis demandé s'il serait judicieux de le lui raconter. Curieusement, j'ai remarqué quelque chose d'étrange en plus de son salut initial. Il n'a rien dit d'autre. Il n'a pas demandé comment s'était passée la nuit et il a conduit d'un pas tendu, comme s'il espérait que je ne mentionne pas ce qui s'était passé. C'était peut-être dans ma tête, mais il semblait prier pour que le sujet ne soit pas abordé. Il n'a repris la parole qu'une fois arrivé chez moi, me disant rapidement au revoir et m'invitant à la prochaine garde à minuit. Une fois rentré, j'ai salué ma famille et suis allé directement dans ma chambre. J'étais épuisé et je me suis endormi dès que je me suis couché. Je me suis réveillé à midi, j'ai pris une douche. J'ai déjeuné et j'ai continué ma routine ce soir-là. Quand je suis retourné au bar, j'étais encore nerveux, même si j'essayais de me convaincre que tout ce qui s'était passé avant n'était rien de plus qu'une blague de mon propre esprit. Au fond, je savais que ce n'était pas vraiment comme ça. Et ça a empiré pendant l'après-midi, quand j'ai parlé à Camilla au téléphone. Elle m'a demandé comment s'était passée la nuit précédente. Je lui ai répondu que tout allait bien. Gardant ma fierté et omettant ce qui se passait vraiment dans ma tête, comme d'habitude, le Seigneur Gonzalez et ses enfants se sont dit au revoir vers 1 heure du matin et me voilà à nouveau seul cette fois-ci. J'ai choisi de ne rien boire d'autre que de l'eau. J'avoue avoir ressenti un léger inconfort. En m'approchant de la table de billard, je me suis donc assis sur un des tabourets du comptoir en regardant des vidéos sur mon téléphone portable pour tenter de me distraire de temps en temps. Je levai la tête pour vérifier les environs et heureusement, rien ne semblait déplacé. Il n'y avait plus de coups aux fenêtres, ni de rideaux qui bougeaient tout seuls. Cependant, dans l'un de ces cas, j'ai regardé et remarqué quelque chose qui m'a donné la chair de poule. Un chat noir, complètement immobile, était assis sur la table de billard. Je l'ai à peine vu au début, car les lumières étaient éteintes, mais le reflet de mes propres yeux a capté la lueur du chat. Il me fixait immobile comme une statue. Sans réfléchir, je me suis levé du banc et j'ai couru droit vers la cuisine. Peu importe que ce chat soit entré par la porte de derrière, ou qu'il y soit resté coincé par accident. Je ne voulais tout simplement pas le savoir. Même si je devais résoudre cette affaire et le sortir de là, je ne pouvais pas non plus ignorer ce que j'avais vu à ce moment-là. J'ai décidé d'appeler Camilla. Elle m'a répondu d'une voix inquiète, me demandant si tout allait bien. Elle m'a dit qu'elle me connaissait bien et
qu'elle savait qu'il s'était passé quelque chose. Elle m'a demandé de lui expliquer ce qui se passait, mais dans une tentative stupide de cacher ma peur, j'ai dit que je voulais juste parler un peu. C'était absurde. Après tout, comment pouvais-je avoir peur d'un simple chat? Camilla, cependant, a compris que quelque chose n'allait pas, mais j'ai refusé de l'admettre et j'ai continué à affirmer que tout allait bien. Je ne vais pas mentir, j'avais très peur, mais au final, comment pouvais-je lui avouer que j'avais peur à cause d'un chat? Ou pire, lui dire ce qui me passait par la tête alors que je parlais encore à Camilla? J'ai commencé à entendre distinctement des griffes grattant quelque chose de solide. Je ne voulais pas que ma copine remarque ce qui se passait. J'ai donc inventé que j'avais besoin d'aller aux toilettes, et j'ai raccroché, promettant de rappeler. Cependant, la situation a empiré après ça, car le bruit des grattements a augmenté d'intensité au milieu de la panique. J'ai essayé d'analyser la situation, et j'ai réalisé que le bruit provenait d'un autre endroit du bar. La seule explication que j'ai trouvée était que j'ai constaté que le chat se griffait quelque chose. Mais la peur m'a empêché d'aller vérifier. Je savais que c'était une erreur. Après cela, le bruit s'est arrêté et le silence s'est installé, interrompu seulement par le passage des voitures dans la rue. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai quitté la cuisine. Malheureusement, je ne m'étais pas trompé. Aujourd'hui, j'aurais préféré me tromper, car le bruit était bel et bien un grattement, mais pas celui que j'attendais. Ils étaient sur la table de billard. Le chat n'était plus là, mais les griffures étaient énormes et profondes. Il était impossible qu'elles aient été faites par le chat que j'avais vu quelques minutes plus tôt. Avant cela, presque comme un éclair, je me suis souvenu de quelque chose. Le détail qu'ils avaient changé, la nappe lorsque le bar a rouvert. Après avoir été fermé pendant une semaine, sans aucun doute, je pensais que c'était la raison. Quelle que soit la cause de ces égratignures, je l'avais fait auparavant. Par peur et sans aucune explication sur ce qui se passait, j'ai couru vers la cuisine en espérant que le jour se lèverait bientôt. Je ne savais pas si Señor González me réprimanderait à son arrivée, mais je n'ai pas pu me contenir dès son arrivée. J'ai dit tout de suite que des choses étranges se passaient au bar, et j'étais irrité qu'il ne m'ait rien dit, peut-être parce qu'il se sentait acculé. Il a finalement avoué et m'a révélé ce qui se passait. Lorsque sa femme est tombée malade et qu'aucun médecin n'a pu la guérir, ils ont eu recours à un guérisseur, en dernier recours. Poussé par le désespoir, le guérisseur a déclaré que la maladie de sa femme était due à la sorcellerie et que, pour qu'elle guérisse, il faudrait renvoyer le mal à celui qui l'avait provoqué. Il ignorait qui en était responsable. Mais depuis qu'ils ont eu affaire au guérisseur, des choses étranges ont commencé à se produire autour d'eux, y compris au bar. Il n'a pas donné de détails sur ce qui se passait exactement, mais il a dit qu'il n'était plus en paix. Il m'a embauché, persuadé que puisque je n'étais pas impliqué dans la situation, rien de mal ne m'arriverait. Mais comme je vous l'ai déjà dit, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Depuis, je ne suis plus jamais retourné dans ce bar. Quand j'ai raconté toute l'histoire à ma petite amie et à mes amis, ils ont également arrêté d'y aller. Pourtant, j'avais besoin de guérir. L'aide d'un guérisseur, cette sorcière, ou quoi que ce soit que j'ai vu, n'a jamais été claire sur ce qu'elle voulait de moi, mais j'ai entendu plusieurs fois une femme à l'extérieur de ma fenêtre rire et frapper sur la vitre. Je n'ai jamais regardé, j'ai fait semblant de dormir, jusqu'à ce qu'elle s'en aille en riant tout le temps, sans s'arrêter peu de temps après. J'ai découvert que la femme de M. González était décédée. Le bar a été fermé pour toujours. Après ça, je vois rarement M. González et ses enfants. Et quand cela arrive, c'est comme si nous étions de parfaits inconnus. Je ne sais pas comment vont vos vies maintenant, mais je suis sûr que ce bar, ou peut-être que la terre a été maudite aujourd'hui sur le site. Il y a un magasin de vêtements, mais nous ne l'avons jamais visité, parce que nous ne sommes pas intéressés par ce qu'ils vendent. De Stone. Ce que personne ne sait, c'est si des choses étranges se produisent encore là-bas. Parfois nous pensons que des événements paranormaux paraissent déjà de ceux qui errent à la recherche de quelque chose ou d'êtres qui n'appartiennent pas à ce plan. Mais que se passe-t-il lorsque des événements inexpliqués sont liés à des êtres qui vivent entre deux mondes? Quelle est votre opinion sur ce qui s'est passé ici?
Je serais ravi de lire ce que vous en pensez. Bonsoir, Dom. J'aimerais vous raconter une expérience horrible que j'ai vécue en 2006. J'ai passé une nuit paisible dans la maison de campagne de ma famille. Mes parents étaient en voyage pour le week-end et j'ai pensé que ce serait l'occasion idéale de me détendre et de profiter d'un peu de calme. La maison était isolée, entourée de vastes champs et d'une forêt dense, bien que vieille et bruyante. Elle a toujours été notre maison. Je suis arrivé en fin d'après-midi, alors que le soleil jetait ses dernières lueurs sur les champs après avoir garé la voiture. J'ai pris une grande inspiration, respirant l'air frais de la campagne. J'ai pris mes affaires à l'intérieur et j'ai verrouillé la porte. Un sentiment de tranquillité m'a envahi. J'ai préparé un dîner simple et je l'ai savouré dans la cuisine, regardant le paysage s'assombrir. Le ciel a pris une teinte pourpre intense, jusqu'à ce que la nuit s'installe. J'ai allumé quelques lumières et me suis installé dans le salon avec un livre. Pendant que Lia lisait, j'ai commencé à entendre des bruits étranges. Au début, j'ai cru que c'était juste la vieille maison avec ses craquements. Le vent dehors secouait les arbres et les fenêtres faisaient aussi du bruit. Mais j'ai vite compris que quelque chose n'allait pas, sans plus spécifique, alors que je marchais sur les pierres. Je restais immobile, le cœur battant, essayant de me convaincre que c'était juste un animal ou quelque chose dans ma tête. Je me suis reconcentré sur le livre. Mais le sentiment d'agitation ne disparaissait pas. Les pas semblaient faire le tour de la maison, parfois s'arrêtant et parfois recommençant. J'ai mis le livre de côté et me suis concentré sur les sons. C'était à nouveau le bruit clair de quelqu'un qui marchait dehors. Je me suis levé et je suis allé à la fenêtre, regardant à travers les rideaux, mais l'obscurité ne m'a pas permis de voir quoi que ce soit. J'ai essayé de me calmer et j'ai décidé, vérifiant la porte arrière, juste pour m'assurer que tout allait bien, alors que je marchais. Dans le couloir, quelque chose a attiré mon attention, des empreintes. De pas boueuses menaient de la porte arrière au salon. Mon cœur s'est emballé, quelqu'un était entré dans la maison. J'ai rapidement vérifié la porte et à ma grande surprise, elle était verrouillée. Comment cette personne est-elle entrée? Un frisson m'a parcouru le dos. J'avais besoin de me ressaisir et de réfléchir vite. Je me suis souvenu des caméras de sécurité installées autour de la maison. J'ai couru au bureau, mes mains tremblaient lorsque j'ai allumé le moniteur. Les images ont commencé à apparaître sur l'écran, montrant plusieurs angles de la maison. Au début, tout semblait normal, juste les champs vides et la forêt sombre. Cependant, dans l'une des caméras, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Une silhouette masquée se tenait au bord de la forêt, en train de regarder la maison. Mon souffle s'est arrêté et j'ai couvert ma bouche avec ma main. La silhouette était là, immobile, comme si c'était une statue en train de regarder. J'ai changé de caméra et elle était de nouveau là, maintenant plus près, marchant vers la maison. La panique m'a enveloppé. J'ai attrapé le téléphone portable, essayant d'appeler à l'aide, mais sans succès. Il n'y avait aucun signal. La maison de campagne était complètement isolée. J'avais juste besoin de réfléchir à comment me protéger. Je ne pouvais pas simplement attendre que l'intrus entre. J'avais besoin d'un plan. J'ai vérifié toutes les portes et fenêtres en les verrouillant pour m'assurer qu'elles étaient sécurisées. J'ai attrapé une lampe de poche en métal lourd, me sentant un peu plus confiant en la tenant fermement. Je suis retourné dans le salon. J'ai éteint les lumières en espérant que cela rendrait plus difficile pour quiconque de l'extérieur de voir. Je me suis accroupi derrière le canapé en jetant un œil de temps en temps pour essayer d'apercevoir la silhouette masquée. La maison était silencieuse, presque absolue. Sauf pour mon allaitement, le temps semblait s'éterniser, des minutes se transformant en une éternité. J'ai gardé les yeux rivés sur le moniteur de sécurité, en regardant la silhouette se rapprocher de plus en plus, jusqu'à ce qu'elle atteigne finalement la porte arrière. J'ai retenu mon souffle, en espérant qu'elle ne pourrait pas entrer. À ma grande horreur, la poignée de porte a commencé à tourner et la porte s'est lentement ouverte. J'étais sûr de l'avoir verrouillée. Comment cette personne a-t-elle réussi à la déverrouiller? La silhouette est entrée en se déplaçant silencieusement dans la maison. Je l'ai vue sur le moniteur en train de marcher vers le salon. Je devais agir vite. Je me suis souvenu d'un sortie au fond du sous-sol peut-être.
Si je pouvais y arriver, je pourrais m'échapper et courir chez les voisins pour demander de l'aide. Le sous-sol était sombre et froid. J'ai touché le mur en cherchant l'interrupteur, mais j'ai choisi de ne pas allumer la lumière maintenant. L'obscurité était mon meilleur allié en sentant les murs. J'ai suivi vers la sortie à l'arrière. Soudain, j'ai entendu des pas résonner dans les escaliers du sous-sol. L'envahisseur me suivait. J'ai accéléré. Le pas en essayant de mon mieux de ne pas faire de bruit. Quand j'ai atteint la sortie, j'ai tourné la poignée de porte avec « Soyez prudent », mais elle ne céda pas. Elle était verrouillée de l'extérieur. Mon cœur se serra. J'étais pris au piège, j'entendis des pas approcher et sus que je devais me cacher rapidement dans un coin du sous-sol. J'aperçus une vieille armoire et j'entrai, fermant la porte le plus discrètement possible. J'essayais de contrôler ma respiration tout en écoutant le moindre bruit. La porte du sous-sol grinça en s'ouvrant et j'entendis des pas entrer dans la pièce. L'envahisseur marchait lentement, visiblement à la recherche de quelque chose ou de moi. Je retins mon souffle, priant pour ne pas être découvert. Les minutes s'écoulèrent. Et combien d'heures jusqu'à ce que les pas s'arrêtent juste devant l'armoire à travers la petite fissure dans la porte. J'ai pu voir l'ombre de la silhouette quand j'ai pensé que j'étais perdu. Un fracas venant d'en haut a brisé le silence. La silhouette s'est figée et sans hésitation. S'est retournée rapidement et a couru à l'étage. J'ai attendu en écoutant jusqu'à ce que les pas disparaissent. Je suis resté caché pendant quelques minutes de plus qui ont semblé interminables quand j'ai été sûr que l'intrus était parti. J'ai prudemment quitté l'armoire et suis monté à l'étage escalier de retour au rez-de-chaussée. Le silence était revenu, mais le sentiment d'être observé persistait. J'ai décroché le téléphone et vu que le signal était rapidement revenu, j'ai appelé la police et signalé ce qui s'était passé. Ils sont arrivés peu de temps après avoir fouillé la maison et les environs. Mais l'intrus avait déjà fui depuis longtemps. La police m'a dit que j'avais beaucoup de chance de ne pas avoir été blessé. Ils m'ont suggéré de passer la nuit ailleurs. Et j'ai accepté sans réfléchir à deux fois. J'ai fait mes bagages et j'ai quitté la maison de campagne sans me retourner. Cette nuit a tout changé plus jamais. Je me sentais en sécurité dans cet endroit. L'image de la silhouette masquée qui m'observait me hante encore. La leçon de ne jamais ignorer son instinct et d'être toujours vigilant. Une expérience que je n'oublierai jamais. Après des mois consacrés au travail, j'ai enfin pu prendre des vacances. Mon quotidien de graphiste était intense et je n'avais que rarement des pauses. J'ai décidé de me réfugier dans un village tranquille, loin de la ville. J'ai loué un Airbnb pour profiter du calme et de la beauté naturelle de la campagne. Le village était un véritable joyau. Rues pavées, vieilles maisons et résidents accueillants. La maison que j'ai louée était en bordure du village, entourée d'arbres et d'un joli jardin. C'était l'endroit idéal pour une retraite relaxante. Quand je suis arrivé, j'ai été surpris de constater que les clés de la maison n'étaient pas avec moi. J'ai fouillé dans mon sac, pensant que je les avais perdues, mais elles n'étaient pas là. J'ai appelé l'hôte, un monsieur appelé M. Harris, qui m'a assuré qu'il y avait une clé de rechange cachée sous le tapis. J'ai trouvé la clé. Et je suis entré dans la maison. L'endroit était confortable avec du parquet, une cheminée en pierre et des meubles anciens, offrant une atmosphère chaleureuse et confortable après le déballage. Je me suis installé dans l'attente d'une semaine paisible, loin du stress. Quand la nuit est tombée, je me suis préparé à dormir. Le silence du village était presque absolu, donnant l'impression que le temps s'était arrêté. J'étais presque en train de m'endormir quand un bruit faible m'a réveillé. On aurait dit que quelqu'un essayait de déverrouiller la porte. D'entrée, mon cœur s'est emballé alors que j'essayais de mieux entendre. Le bruit a persisté pendant quelques minutes avant de s'arrêter. Je me suis levé lentement et sur la pointe des pieds. Je suis allé à la porte quand je l'ai ouverte. Il n'y avait personne dehors. J'ai vérifié la serrure pour m'assurer qu'elle était sécurisée. Et je suis retourné au lit en essayant de me convaincre que tout cela n'était que mon imagination. Le reste de la nuit s'est déroulé sans autre incident, mais mon sommeil a été agité. Le lendemain matin, je suis sorti pour prendre l'air. Mais j'ai réalisé que la clé de rechange avait disparu. La panique s'est emparée de moi alors que je cherchais autour de la porte, mais la clé
était introuvable. J'ai essayé d'appeler à nouveau Seigneur Harris, mais il n'a pas répondu. J'ai décidé de laisser l'incident passer et explorer le village pour me changer les idées. La journée s'est déroulée paisiblement. Je suis allé à la boulangerie locale, j'ai marché le long de la rivière et discuté avec des locaux qui étaient tous très sympathiques. Quand je suis revenu à Herban, je me suis senti plus détendu plus tard dans la soirée, alors que je lisais tranquillement. Près de la cheminée, quelque chose a attiré mon attention sur la table basse. Il y avait une note froissée que je n'avais certainement pas laissée. Là, avec des mains tremblantes, j'ai ouvert la note et j'ai lu « Je te regarde un frisson » m'a parcouru le dos. J'ai regardé autour de la pièce avec suspicion, mais je n'ai rien trouvé d'anormal malgré l'inconfort. Je suis resté verrouillé portes et fenêtres, espérant éloigner toute menace. La nuit était inquiétante, pleine de bruits étranges, de légers murmures, de pas, et même du bruit de quelqu'un essayant d'ouvrir la porte. Mais chaque fois que je vérifiais, je ne trouvais personne. J'étais à bout de nerfs. Au matin, je me suis réveillé et j'ai trouvé un autre mot sur le comptoir de la cuisine. On ne peut pas se cacher. Une peur profonde m'a envahi tandis que je traversais la maison. C'est alors que j'ai remarqué d'étranges symboles rouges, dessinés sur les murs et les meubles comme s'ils faisaient partie d'une sorte de rituel. Un nœud s'est formé dans mon estomac. J'ai essayé d'appeler à nouveau M. Harris, mais il n'a toujours pas répondu. J'ai pensé partir immédiatement, mais la voiture n'a donné aucun signe de vie et le téléphone portable était également hors service. Je me sentais piégé et complètement isolé au fur et à mesure que la journée avançait. Mon anxiété n'a fait qu'augmenter. Quand la nuit est venue, les bruits ont recommencé encore plus. Fort et plus constant, je pouvais entendre des pas autour de la maison, des chuchotements et même des rires bas et sinistres. Je me suis caché dans la pièce tenant un couteau de cuisine, luttant contre le sommeil et la peur. J'avais l'impression d'être sur le point de perdre la raison, puis aux petites heures du matin, j'ai entendu un bruit dans le grenier. J'avais même oublié qu'il y avait un grenier dans la maison, avec des mains tremblantes. J'ai monté les escaliers étroits et poussé la porte grinçante. Le grenier était sombre, plein de meubles poussiéreux et de vieilles boîtes dans le coin. Une petite lumière clignotait. Je me suis approché et j'ai trouvé un ordinateur portable avec l'écran allumé, affichant un flux en direct des caméras. Cachés étaient dispersés dans toute la maison, et je me suis vu assis là dans le grenier avec une silhouette debout derrière moi. Je me suis retourné désespérément, mais il n'y avait personne. Une sueur froide coulait sur mon front alors que je traitais la terrible vérité. Monsieur Harris, l'hôte, me surveillait tout le temps. Les caméras ont révélé des images troublantes de lui entrant dans la maison, laissant les notes et peignant les symboles sur les murs sans réfléchir à deux fois. J'ai attrapé l'ordinateur portable et j'ai couru hors du grenier. Je me suis enfermé dans la pièce et j'ai finalement eu un signal sur mon téléphone portable avec une voix tremblante. J'ai appelé la police et signalé ce qui se passait. En moins d'une heure, ils sont arrivés, ont fouillé la maison et ont trouvé d'autres caméras cachées. En plus des enregistrements effrayants de M. Harris, qui préparait clairement un plan sinistre, il a été arrêté et j'ai été emmené en lieu sûr. Je ne suis jamais retourné dans ce village. Aujourd'hui encore, les souvenirs de ces vacances me hantent. Cette expérience a laissé une profonde cicatrice, un rappel constant que derrière, les lieux les plus chers peuvent se cacher les secrets les plus sombres. Si vous appréciez ces reportages, n'hésitez pas à laisser un j'aime. Ce simple geste m'aide déjà beaucoup dans mon travail. Merci et continuons. Il y a quelques années, mes amis et moi avons décidé de camper dans une forêt isolée. Nous étions impatients de nous retrouver et de passer du temps en pleine nature. C'était le début de l'été et le temps était idéal pour un week-end. Loin de l'agitation de la ville, le groupe était composé de Noah, Megan, Oliver et moi, amis depuis le lycée. Ce voyage était l'occasion de nous retrouver après des mois de routine trépidante. Nous avons fait nos bagages et sommes partis un vendredi après-midi en direction de la forêt. Le voyage était long, mais le paysage était à couper le souffle. Plus nous avancions, plus nous prenions de l'altitude. Les arbres tournaient avec la lumière du soleil, filtrant à travers
Les feuilles créant une douce lueur verdâtre, nous avons finalement atteint notre camping, une petite clairière. À côté d'un ruisseau, calme, nous avons installé les tentes et allumé un feu. L'air était rempli du parfum des pins et de la terre humide. Cette première nuit, nous nous sommes réunis autour du feu de camp, partageant des histoires et faisant griller des guimauves. Les flammes dansaient, projetant de longues ombres entre les arbres. Nous avons beaucoup ri en nous souvenant du bon vieux temps. Tout semblait parfait, presque comme si nous étions dans un rêve après un épuisé par le long voyage. Nous décidâmes de nous retirer, impatients d'explorer davantage la forêt le lendemain. Le lendemain matin, je me réveillai au lever du soleil qui illuminait le camp d'une lumière dorée. Je remarquai que la tente de Noah était vide. J'ai d'abord cru qu'il était sorti se promener ou chercher de l'eau au ruisseau, mais comme le temps passait et qu'il ne revenait pas, l'inquiétude grandit. « Où pouvait bien être Noah ?» demanda Megan avec une pointe d'anxiété dans la voix. Oliver suggéra que nous nous sommes séparés pour le chercher. Nous étions tous d'accord et sommes partis dans des directions différentes. En l'appelant par son nom, je me suis dirigé vers le ruisseau, un endroit où nous passions beaucoup de temps dans le passé. La forêt était silencieuse, à l'exception du chant des oiseaux et du doux bruit des feuilles dans le vent. Alors que je m'approchais du ruisseau, quelque chose a attiré mon attention. Le sac à dos de Noah était par terre, mais il n'y avait aucun signe de lui. J'ai appelé son nom une fois de plus sans réponse. J'ai pris le sac à dos et je suis retourné au camp où Megan et Oliver étaient déjà inquiets. « Avez-vous trouvé quelque chose ?» demanda Oliver. Je leur ai montré le sac à dos, je l'ai trouvé près du ruisseau, mais il n'y était pas. Nous avons décidé de nous enfoncer plus profondément dans la forêt pour le chercher. Nous avons marqué le campement avec du ruban adhésif de couleur pour ne pas nous perdre, et nous avons continué notre chemin. En marchant, quelque chose semblait différent, comme si la forêt était vivante. Les arbres semblaient se refermer sur nous, et l'air est devenu lourd et dense. Nous sommes arrivés à une clairière plus petite que le campement, avec un cercle de pierre au centre, à l'intérieur du cercle. Encerclé, le sol était complètement nu, comme si rien n'y avait jamais poussé. Le sentiment était troublant, mais nous avons continué la recherche à plan. Noah, la journée passa, et quand le soleil commença à se coucher, nous n'avions toujours rien trouvé. Nous sommes retournés au camp épuisés et pleins de peur. C'est alors que des choses étranges ont commencé à se produire, les affaires ont commencé à disparaître. La lampe de poche de Megan, le manteau d'Oliver, même une partie de notre nourriture a disparu. Nous avons entendu des bruits étranges, chuchotants, dans le vent des pas venant de nulle part. Alors que la nuit tombait, nous avons vu ce qui semblait être Noah, au loin, mais il semblait différent, presque comme une ombre. Il apparaissait un instant, puis disparaissait dans l'obscurité. Nous avons essayé de le suivre, mais il nous échappait toujours le lendemain. Matin, nous étions encore plus déterminés à comprendre ce qui se passait. Nous nous sommes souvenus d'une vieille légende sur la forêt des histoires de gens qui disparaissaient sans laisser de traces. La légende disait que la forêt était hantée par des esprits qui attiraient les gens et les gardaient piégés pour toujours. Nous avons décidé d'enquêter plus avant. Au fond de nous, nous cherchions le moindre indice, susceptible d'éclaircir les étranges événements qui nous entouraient. C'est alors que nous avons découvert des marques anciennes sur les arbres, des symboles mystérieux que nous ne comprenions pas. Nous avons également découvert un chemin caché qui semblait s'enfoncer plus profondément dans la forêt, un chemin doté d'une aura ancienne et interdite. En suivant ce chemin, la forêt autour de nous est devenue plus sombre et plus froide. Nous avons ressenti une pression de peur écrasante, mais nous avons continué. Le chemin nous a conduits à un arbre nain et ancien, aux racines tordues et aux branches saillantes comme des bras, squelettiques devant l'arbre caché par la végétation. Il y avait une petite cabane en bois. Nous nous sommes approchés prudemment quand la porte a grincé en s'ouvrant. Nous avons trouvé des signes que quelqu'un était venu récemment. Des boîtes de conserve vides, un lit de fortune et plus de ces symboles mystérieux. Gravés sur les murs soudain, nous avons entendu un bruit derrière nous. Nous sommes retournés rapidement et il était là. Noah, mais il n'était plus le même. Ses yeux étaient vides et il bougeait, avec raideur comme s'il était contrôlé par des cordes invisibles. Noah,
Est-ce que tu as demandé à Megan ?» Sa voix tremblait de peur. Il n'a pas répondu. Au lieu de cela, il a commencé à marcher vers nous avec des mouvements soudains et contre nature. Nous avons reculé, la peur grandissant dans nos cœurs. C'est à ce moment-là que nous avons compris que la forêt l'avait emporté et que Noah n'était plus l'ami que nous connaissions. Nous sommes retournés au camp avec nos esprits en chaos. Nous savions que nous devions sortir de cette forêt avant qu'elle ne nous emporte aussi. Nous avons emballé nos affaires à la hâte, nos cœurs battant la chamade, mais quand nous étions sur le point de partir, les murmures sont revenus. Plus près cette fois, nous n'avons pas osé regarder en arrière. Nous avons couru à travers la forêt en suivant les rubans que nous avions attachés aux arbres. La forêt elle-même semblait essayer de nous arrêter. Les branches ont attrapé nos vêtements et les racines semblaient vouloir nous renverser. Mais nous avons continué, sans nous arrêter. Le sentiment que la forêt se refermait autour de nous était étouffant. Finalement, nous avons franchi la barrière d'arbres et avons atteint la voiture. Nous avons sauté dedans et Oliver a rapidement démarré le moteur. Alors que nous partions, nous avons vu Noah couple au bord de la forêt, leurs yeux vides, fixés sur... Nous ne nous sommes pas arrêtés jusqu'à ce que nous soyons à des kilomètres de là. De retour dans la sécurité de la ville depuis lors, nous n'avons plus jamais parlé de ce voyage. La forêt nous a pris quelque chose que nous ne pourrons jamais récupérer. Nous y sommes allés à la recherche de reconnexion et de temps dans la nature, mais nous sommes repartis de là, à jamais changé, hantés par les souvenirs de ce que nous avons perdu avant de passer au prochain rapport. Assurez-vous d'être déjà abonné ici sur la chaîne. Ce sera un plaisir d'avoir votre compagnie. Pour les prochaines vidéos aussi, nous le ferons. Musique. Continuer à travailler tard au bureau faisait déjà partie de ma routine. M. Davis, mon patron, appréciait toujours mes efforts et me confiait souvent des tâches importantes, me qualifiant de pilier de l'entreprise. Mes collègues étaient sympathiques, mais ils devaient reprendre leurs activités après le travail. Quant à moi, j'appréciais le calme du bureau vide. Ce soir-là, j'étais encore le dernier à partir. Le bureau, situé au 10e étage d'un immeuble du centre-ville, offrait une vue impressionnante sur les lumières nocturnes. Même si je me sentais seul au travail, j'ai tapé sans arrêt. Le seul bruit était le faible bourdonnement de la climatisation et le cliquetis des touches. Les longues ombres, créées par les faibles lumières, rendaient l'endroit quelque peu étrange. Il y avait une pile de rapports et d'emails à envoyer et le sentiment d'un travail sans fin m'entourait. Alors que l'horloge approchait de minuit, quelque chose semblait étrange au bureau, qui transmettait normalement un sentiment de routine et de prévisibilité. Maintenant, il semblait lourd, presque étouffant. Le silence était absolu, mais chargé de quelque chose d'indéfinissable. Soudain, j'ai entendu un bruit subtil, comme un léger coup sourd. Mais dans le silence de la nuit, il était clair. Mon cœur s'est emballé. J'ai regardé autour de moi, cherchant quelque chose ou quelqu'un, mais l'endroit était vide. J'ai pensé que c'était peut-être le bâtiment qui s'affaissait ou le vent. Je suis retourné au travail, mais le malaise persistait. Quelques minutes plus tard, le bruit est revenu, plus fort cette fois. Des pas résonnaient lentement dans le couloir. Qui pouvait bien être là? À ce moment-là, tout le monde était déjà parti. Je me suis levé, le cœur battant, et je suis allé à la porte. Le couloir était sombre, et les détecteurs de mouvement ne s'allumaient pas. J'ai jeté un coup d'œil dehors, et je n'ai rien vu. Les lumières, ils restèrent éteints, indiquant qu'officiellement, au moins, il n'y avait personne. J'ai soupiré de soulagement, mais je restais prudent. Alors que je me retournais pour retourner à mon bureau, quelque chose attira mon attention. Une ombre bougeait au fond du bureau. Mon sang se glaça. Quelqu'un était là. Je me suis rapidement caché derrière le bureau, le cœur battant la chamade. Des pas lents et méthodiques s'approchaient. J'ai pris mon téléphone et murmuré « J'ai appelé les secours », expliquant ma situation. L'employé m'a assuré que la police était en route, mais qu'il faudrait quelques minutes pour y arriver. Un silence étouffant chaque minute s'éternisait comme si c'était une éternité accroupie derrière le bureau. Je pouvais à peine respirer. Les pas se rapprochaient de plus. En plus, l'ombre se déplaçait le long des murs se rapprochant. Je savais que je devais me taire.
Je ne pouvais pas me laisser découvrir le bureau, un endroit qui m'avait toujours semblé sûr maintenant me semblait être un piège. L'ombre s'est arrêtée juste devant mon bureau, à quelques centimètres de moi. J'ai vu une paire de chaussures, usées et sales, mes mains tremblaient et mon cœur battait si vite que j'avais peur que l'intrus m'entende. J'ai prié pour qu'il ne me trouve pas. Soudain, un grand fracas a résonné dans le bureau. L'intrus avait renversé une chaise et marmonnait doucement, visiblement frustré. Il a commencé à fouiller les lieux, ouvrant les tiroirs à la recherche de quelque chose. Il est resté caché, serrant mon téléphone contre lui, attendant désespérément l'arrivée de la police. Après ce qui m'a semblé une éternité, j'ai entendu le son des sirènes. L'intrus l'a entendu aussi et s'est mis à réagir frénétiquement, courant vers la porte. Mais il était déjà trop tard. Trop tard, la police est arrivée. Je suis resté silencieux jusqu'à ce que j'entende les voix des policiers, ordonnant à l'intrus de s'arrêter. Je me suis lentement levé, les jambes tremblantes, et j'ai vu les policiers menotter l'homme. Il était désorienté, les yeux hagards, alors qu'ils l'emmenaient. J'ai finalement senti une vague de soulagement m'envahir. L'un des policiers s'est approché et m'a demandé si j'allais bien, encore secoué. J'ai simplement hoché la tête et commencé à expliquer ce qui s'était passé. Ils m'ont informé que l'intrus était un criminel recherché en fuite depuis des semaines. Il a fait irruption dans le bâtiment, à la recherche d'une cachette. Le bureau était en plein chaos, mais j'étais en sécurité. La police m'a assuré qu'il resterait jusqu'à ce que tout soit sous contrôle. Je les ai remerciés, ressentant un étrange mélange de gratitude et de peur qui persistait encore. L'endroit où je trouvais toujours la paix et la tranquillité. Le bureau vide s'était transformé en une scène de terreur alors que je rassemblais mes affaires pour partir. Je ne pouvais m'empêcher de penser à la façon dont j'avais été si proche du danger. Les énormes qui m'offraient autrefois une belle vue sur la ville semblaient maintenant menaçants. J'ai réalisé que je ne resterais plus jamais tard au bureau. Ce qui avait été autrefois du dévouement à mon travail s'était transformé en une prudence constante. Alors que je sortais enfin dans l'air frais de la nuit, j'ai pris une grande inspiration, le soulagement d'être en vie mêlée à la détermination de ne plus jamais baisser ma garde. Musique. Cela faisait quelques semaines que j'avais emménagé dans le nouvel appartement. C'était un immeuble de grande hauteur, moderne et élégant, avec une vue incroyable sur les toits de la ville. Je m'appelle Lucas, et depuis que j'ai fini mes études, je vis seul. C'était la première fois que j'avais un endroit que je pouvais vraiment appeler le mien, et la sensation de liberté était exaltante après une longue journée de travail. Je suis arrivé à l'appartement épuisé. Je n'avais qu'une envie, me détendre un peu, peut-être regarder un film et me reposer. J'étais au 15e étage, et la vue sur les lumières de la ville, la nuit m'apportait toujours une paix inexplicable. J'ai rangé mes affaires, changé de vêtements et me suis affalé sur le canapé avec un bol de pop-corn. À peine avais-je commencé à regarder le film que j'ai entendu des coups légers au début. Je pensais que c'était la bande-son, mais le bruit persistait, même après. Il n'y avait rien dans le film. Je m'arrêtais pour écouter et réalisais que les coups venaient de la porte d'entrée. Un léger malaise s'installa, mais je pensais bientôt qu'il pouvait s'agir d'un voisin ou de quelqu'un qui avait confondu la porte. Je suis allé vérifier par le Judas, mais il n'y avait personne. J'ai haussé les épaules. Peut-être était-ce une blague ou la personne était déjà partie. Je suis retourné sur le canapé et j'ai appuyé sur lecture du film. Quelques minutes passèrent et les coups recommencèrent, cette fois plus forts et plus insistants. Un frisson me parcourut l'échine. J'y suis allé à nouveau. J'ai levé les yeux vers la porte et regardé par le Judas, mais toujours personne. Je suis resté là quelques instants, l'esprit bourdonnant d'idées. Était-ce une blague ou quelqu'un voulait-il me faire peur? J'ai décidé de l'ignorer et je suis retourné sur le canapé. Mais les coups n'ont pas cessé. Pire encore, ils ont commencé à se déplacer dans l'appartement, d'abord à la porte. Oui, on aurait dit qu'ils provenaient des murs, puis du plafond. C'était comme si quelque chose était à l'intérieur. Frappant sur les surfaces autour de moi, mon cœur s'est mis à battre plus vite. Il fallait que je comprenne ce qui causait ce bruit. J'ai pris une lampe de poche dans le tiroir de la cuisine et me suis préparé à inspecter tout l'appartement.
J'ai commencé par la chambre, éclairant chaque recoin et ouvrant les placards, mais rien n'est apparu. Je suis allé dans la salle de bain. J'ai regardé derrière le rideau de douche, sous le lavabo, mais toujours rien. En descendant le couloir, je me suis souvenu d'une chose que le propriétaire avait mentionnée lors de la visite de l'appartement. Il avait parlé d'un ancien débarras au sous-sol, relié à l'appartement par un tunnel. L'entretien a oublié qu'il était verrouillé et qu'il n'était presque jamais utilisé, mais le souvenir m'a donné un frisson. J'ai décidé de descendre au sous-sol. S'il y avait un moyen pour quelqu'un d'entrer dans l'appartement, ce serait certainement par ce tunnel. J'ai pris mes clés et suis monté dans l'ascenseur. La descente au sous-sol a semblé prendre une éternité. En descendant, l'air est devenu plus froid et plus lourd quand les portes se sont ouvertes. Je me suis retrouvé dans un sous-sol mal éclairé. Le débarras était au bout d'un couloir étroit. J'ai marché lentement avec la lumière de la lampe de poche ouvrant le chemin dans l'obscurité. Les murs étaient couverts de vieux tuyaux et de toiles d'araignée, et l'odeur de moisi était intense. J'ai finalement atteint la porte de l'entrepôt. C'était une solide porte en bois, avec une serrure rouillée. J'ai essayé de tourner la poignée et, à ma grande surprise, elle a cédé. La porte s'est ouverte avec un grincement, révélant un espace sombre, rempli de vieux meubles et de cartons empilés. J'ai pénétré dans l'entrepôt en déplaçant la lampe de poche. Au fond, j'ai aperçu l'entrée du local de maintenance. C'était un passage étroit et sombre qui semblait sans fin. Je savais qu'il fallait que je vérifie si j'y étais. Tout était en sécurité. Je marchais vers le tunnel, chaque pas résonnant dans le silence de la pièce. Quand j'ai atteint l'entrée, j'ai remarqué que la porte du tunnel était entr'ouverte. Mon cœur battait plus vite alors que je la poussais et illuminais l'intérieur. Le tunnel était vide, mais un courant d'air froid soufflait de l'intérieur. Je suis entré dans le tunnel, la lampe de poche éclairant faiblement les murs autour. De moi, plus j'avançais, plus l'air devenait froid. Je pouvais entendre ma respiration résonner fort et irrégulier dans cet espace. Restreint, après ce qui semblait être une éternité, j'ai finalement atteint le bout du tunnel. Il y avait une porte semblable à celle qui donnait accès au sous-sol. J'ai poussé et suis entré dans une petite pièce, remplie de vieux matériel de maintenance. J'ai regardé autour de moi à la recherche d'un indice que quelqu'un aurait pu passer par là. C'est alors que j'ai entendu frapper à nouveau, cette fois juste derrière moi. Je me suis retourné, brusquement avec le faisceau de la lampe de poche tremblant, mais il n'y avait personne. Je n'ai pas perdu de temps. J'ai quitté la pièce rapidement et j'ai verrouillé la porte avec précaution. Je suis retourné dans le tunnel avec mes nerfs à vif quand j'ai finalement émergé au sous-sol, verrouillé la porte du débarras et couru vers l'ascenseur pour regagner ma chambre. Les coups avaient cessé. Le silence qui régnait était presque plus dérangeant que le bruit lui-même. J'ai vérifié toutes les serrures et fenêtres, m'assurant que tout était bien fermé. Malgré cela, le sentiment de ne pas être seul persistait. J'ai essayé de me convaincre que c'était juste ma peur qui parlait. Je me suis assis sur le canapé, essayant de calmer mon cœur qui battait fort. Les lumières de la ville qui m'avaient autrefois réconforté me semblaient maintenant froides et glaciales. Je savais que je ne pourrais ni me détendre ni dormir après tout ça. L'idée que quelqu'un puisse accéder à mon appartement par le tunnel était terrifiante. J'ai passé la nuit éveillé à l'affût du moindre bruit. Lorsque les premiers rayons de soleil ont traversé les fenêtres, j'ai ressenti un léger soulagement. L'aube apportait toujours un sentiment de sécurité. Cependant, je savais que je devais parler au propriétaire de la nécessité de fermer le débarras et le tunnel. Cette expérience m'a bouleversé, mais aussi rendu plus alerte. Vivre seul a ses avantages. Mais cela signifie aussi que je suis seul responsable de ma sécurité. La ville recèle mystères et dangers, et je venais d'en croiser un. J'espérais ne plus jamais avoir à vivre une telle expérience. Si vous avez terminé cette histoire, laissez un commentaire indiquant l'heure à laquelle vous la regardez. Passons à la suite. Musique, musique. J'ai toujours eu un lien très fort avec ma famille, surtout avec mon frère David. Nous avons grandi ensemble. Nous plaisantions et plus tard, nous avons même fini par exercer le même métier. David est également chauffeur routier. Tout comme moi, nous échangeons habituellement des histoires sur nos longs voyages.
sur ce que nous voyons sur les routes et les personnages étranges qui croisent notre chemin, mais il y a une histoire que je n'ai jamais eu le courage de lui raconter. Elle s'est produite lors d'une nuit solitaire sur la route, et à ce jour, elle me hante. David et moi avons l'habitude de nous appeler chaque soir, peu importe la distance qui nous sépare. C'est notre façon de garder le lien même avec la distance. Cette nuit-là, je viens de raccrocher le téléphone après avoir parlé à David. Il était garé sur une aire de repos. Sûr et serein, je continuais de rouler, la route s'étendant devant moi comme si elle ne finirait jamais. La nuit était très noire et seuls les phares du camion perçaient l'obscurité. L'autoroute était complètement déserte, une longue bande d'asphalte sans aucun signe de vie. Le bruit du moteur était ma seule compagnie et l'air frais de la climatisation contrastait avec le froid extérieur. La radio diffusait doucement une chanson contrée sur les cœurs brisés et les rêves brisés. J'ai jeté un coup d'œil rapide à l'horloge du tableau de bord indiquait déjà minuit passé. En conduisant, j'ai remarqué une ombre sur le bord de la route. J'ai d'abord cru à un animal, peut-être un cerf, mais en m'approchant, j'ai remarqué que c'était une personne. Elle se tenait juste hors de portée de mes phares. J'ai ralenti, pensant que j'avais peut-être besoin d'aide sur ces autoroutes désertes. Il n'est pas rare de croiser des autostoppeurs ou des conducteurs en difficulté. Je me suis arrêté sur le bas-côté et j'ai baissé la vitre pour mieux comprendre la situation. « Avez-vous besoin d'aide ?» ai-je demandé, mais la silhouette est restée immobile dans l'obscurité. Un frisson m'a parcouru, colonne vertébrale. Mais j'ai essayé de ne pas y penser, peut-être. Que j'avais peur, ou que j'étais sous le choc. J'ai attrapé la lampe de poche dans la boîte à gants et je suis sorti du camion. L'air de la nuit était froid et immobile, et le seul bruit que je pouvais entendre était le crépitement des pierres sous mes bottes. J'ai pointé la lampe de poche sur la personne, et c'est là que je l'ai vue clairement. Pour la première fois, c'était un homme. Ses vêtements étaient en lambeaux. Son visage était pâle, et hagard avec de grands yeux, tout qui me fixait vide. « Est-ce que ça va ?» j'ai demandé à nouveau. Mais il n'a pas réagi. Il est resté là pendant un moment. Un sentiment de malaise commençait à m'envahir. Quelque chose clochait. Je décidai de retourner au camion et d'appeler à l'aide. Alors que je me retournais pour repartir, j'entendis un bruissement derrière moi. Je me retournai vivement. Le faisceau de ma lampe torche vacillait. L'homme avait disparu. Mon cœur battait. La chamade, tandis que j'essayais d'éclairer les lieux avec la lampe torche. Aucun signe de lui. C'était comme s'il s'était volatilisé. Je courus au camion et verrouillai les portes. Mes mains tremblaient lorsque je décrochai le téléphone pour appeler David. « Salut, quoi de neuf ?» Il y avait David, répondit d'une voix joyeuse, comme toujours. « David, je viens de voir quelque chose de très étrange. » J'ai dit, en essayant de rester calme, « Il y avait un homme debout sur le bord de la route, mais maintenant il est parti. Peut-être qu'il est juste parti à suggérer. David, tu sais comment sont les gens, ils ont peur et s'enfuient. Ouais, c'est possible. J'ai accepté même si je n'étais pas convaincu qu'il y avait quelque chose de très étrange. Chez cet homme, j'ai décidé qu'il était préférable de continuer à conduire jusqu'à la prochaine aire de repos. J'avais besoin de quitter la route et de rassembler mes pensées pendant que je conduisais et je ne pouvais pas me débarrasser de ce sentiment troublant d'être observé. Chaque ombre le long de la route semblait prendre vie et chaque petit bruit me faisait sursauter. L'autoroute, qui était autrefois si familière et monotone, est soudainement devenue menaçante et presque inconnue. Je me suis retrouvé à vérifier constamment mes rétroviseurs, m'attendant à moitié à revoir l'homme après ce qui m'a semblé être des heures. J'ai repéré les lumières d'une aire de repos plus loin. J'ai garé le camion en ressentant un sentiment immédiat de soulagement grâce aux lumières et alla en présence d'autres personnes. Je décidai d'y passer la nuit. Je montai à la cabine de repos, verrouillai soigneusement les portes et tirai les rideaux. Je m'allongeai dans le noir, essayant de calmer mon cœur qui battait encore fort. Les bruits de l'air de repos, le vrombissement lointain des moteurs, les pas occasionnels et les voix basses me réconfortèrent. C'était bon de me rappeler que je n'étais pas seul, mais alors que je commençais à me détendre, j'entendis un léger tapotement à la fenêtre. Mon cœur s'emballa de nouveau. Je restai immobile, écoutant simplement le tapotement.
Il continua lentement, comme intentionnel. Je pris la lampe de poche et la pointai vers la fenêtre. Il n'y avait rien. Je me suis recouché, la lampe torche serrée dans ma main. J'ai eu du mal à dormir cette nuit-là, l'esprit perdu dans la peur et la confusion. Le lendemain matin, j'ai appelé David et je lui ai tout raconté. Il m'a écouté en silence et après quelques secondes, il a dit « C'était peut-être ton imagination. Passer trop d'heures sur la route peut te perturber, peut-être ?» Ai-je répondu, mais au fond de moi, je savais que ce que je voyais était réel. Je visualisais encore les yeux vides de cet homme qui me fixait, et le bruissement de sa disparition résonnait encore dans mon esprit. Je ne l'ai jamais revu, mais cette nuit a changé quelque chose en moi. La route qui symbolisait autrefois la liberté et l'aventure semblait maintenant hantée et dangereuse. David et moi avons continué à partager nos histoires. Mais celle-ci que je garde pour moi est un rappel que peu importe à quel point la route semble familière, il y a toujours quelque chose dans l'ombre, attendant le bon moment pour se révéler. Musique, Bernardo et moi étions ensemble depuis 5 ans. Notre relation était solide. Construite sur une base de confiance et d'amour, nous avions tous les deux une passion pour la montagne et rêvions souvent d'y passer un week-end, se détendre dans une cabane isolée. Alors, quand Bernardo a trouvé une charmante cabane à louer dans les montagnes, nous étions ravis. Cela semblait être l'escapade romantique idéale, loin du chaos de la vie urbaine. Le trajet jusqu'à la cabane était magnifique. Les routes serpentaient entre des arbres imposants, dont les canopées Mensati formaient une canopée au-dessus de nous. L'air frais et pur était un changement rafraîchissant par rapport à la pollution de la ville. Lorsque nous nous sommes finalement approchés de la cabane, nous avons été accueillis par un bâtiment rustique et charmant, niché dans les arbres. Cela ressemblait à quelque chose de sorti de nulle part. Tout droit sorti d'un conte de fées, c'était parfait exactement comme nous l'avions imaginé. Le salon confortable avec cheminée, une petite cuisine fonctionnelle et une chambre confortable. Était tout ce dont nous avions besoin, mais ce qui a vraiment éveillé notre curiosité, c'est le vieux grenier qui semblait avoir été figé dans le temps. Le propriétaire nous avait avertis de ne pas entrer dans le grenier, affirmant qu'il était dangereux et plein de vieux trucs. Mais Bernardo et moi sommes naturellement curieux et nous n'avons pas pu résister à la tentation d'explorer chaque recoin de notre nouvelle maison. Temporaire, après avoir déballé et nous être installés, nous avons décidé de jeter un œil au grenier. L'entrée était une petite porte bruyante au bout d'un couloir étroit. Nous avons poussé la porte et avons été accueillis par une forte odeur de moisi. La pièce était sombre, éclairée uniquement par une petite fenêtre qui laissait entrer un rayon de lumière. Des particules de poussière flottaient dans l'air, donnant à l'endroit une atmosphère quelque peu énigmatique. À l'intérieur du grenier, nous avons trouvé de vieux meubles, recouverts de draps blancs. Il y avait des chaises, bois avec des détails, sculpté une chaise à bascule, qui craquait au moindre contact, et une grande armoire qui semblait nous observer, mais ce qui a vraiment attiré notre attention était un miroir antique. Il était immense avec un cadre doré, orné marqué par les années. La surface du miroir était embuée, rendant difficile de voir nos propres reflets cette nuit-là. Alors que nous nous préparions à dormir, l'étrange sensation que le grenier nous causait semblait ne pas nous quitter. Le silence des montagnes était profond, presque oppressant, interrompu. Juste au bruissement des feuilles dehors, alors que nous étions sur le point de nous endormir, nous avons entendu un bruit étouffé venant du grenier. Cela ressemblait au bruit de pas lents et délibérés. Bernardo et moi avons échangé des regards inquiets. Nous avons décidé d'enquêter, en espérant que c'était juste notre esprit qui nous jouait des tours. Nous avons attrapé une lampe de poche et sommes remontés au grenier. Mais lorsque nous avons ouvert la porte, tout était en place. Les meubles n'avaient pas bougé et le miroir reflétait toujours le faisceau de la lampe de poche. Nous sommes retournés au lit en essayant de nous convaincre que ce n'était rien, mais les sons persistaient à chaque fois que nous ouvrions la porte. Nous avons vérifié et trouvé la chambre vide, comme si de rien n'était. Le lendemain matin, nous nous sommes réveillés épuisés. Nos rêves avaient été perturbés par d'intenses cauchemars. Dans mon rêve, je me voyais dans le miroir, mais le reflet ne correspondait pas à la réalité. Mes yeux étaient creux et mon sourire déformé, comme si je n'étais plus moi-même.
Bernardo avait fait des rêves similaires, et nous avons tous deux commencé à ressentir un malaise croissant, déterminés à comprendre ce qui se passait. Nous avons marché sur la cabane. Nous avons découvert qu'elle appartenait, il y a de nombreuses années, à une famille mystérieusement disparue. Les locaux murmuraient à propos de sombres secrets et d'événements étranges, mais personne ne connaissait l'histoire complète. Plus nous enquêtions, plus nous étions convaincus que le miroir était la pièce maîtresse de tout ce soir-là. Alors que nous nous détendions dans le salon, nous avons entendu les pas à nouveau, mais cette fois plus forts et plus intenses résonnant à travers la cabine. Nous avons décidé d'affronter ce qui se passait dans le grenier, armé d'une altération subtile. Lorsque le SG a attiré notre attention, esprit humile, fracaxime soigneusement, et donc nous nous sommes positionnés devant nos reflets, ont commencé à se déformer, changer de forme sous nos yeux. Nous avons vu la famille qui vivait là autrefois, une mère, un père et 2 enfants. Leurs visages étaient marqués par la tristesse et la peur, puis quelque chose d'étrange. Ces produits, leurs reflets, ont commencé à bouger indépendamment de nous. Ils ont tendu la main en la pressant contre la vitre comme s'ils essayaient de s'échapper. Soudain, la pièce est devenue froide et l'air autour de nous semblait plus épais. De doux murmures, presque des gémissements, ont commencé à remplir la pièce. La surface du miroir ondulait comme s'il était fait d'eau, et nous avons senti une force nous tirer vers elle. Nous avons essayé de reculer, mais nos pieds semblaient collés au sol. Les murmures sont devenus plus forts, et les visages de la famille se sont déformés de douleur. Ils étaient piégés, là, avec le miroir comme leur prison, désespérés de les aider. Nous avons tendu nos mains et avons touché le verre. Une onde de choc a traversé nos corps. Et la pièce a tourné autour de nous. Quand nous sommes revenus à nous-mêmes, nous étions allongés sur le sol du grenier. Le miroir était en morceaux éparpillés autour de nous. L'air lourd a disparu. Et la pièce est devenue incroyablement silencieuse. Avec les esprits étourdis, nous avons dévalé les escaliers en titubant, tandis que nous emballions nos affaires à la hâte. Nous avons quitté la cabane sans nous retourner. Comme nous le disions au loin, le sentiment que nous avions échappé à quelque chose de terrible est resté avec nous. Le miroir a été détruit. Mais ce que nous avons vécu cette nuit-là nous marquerait à jamais. Nous n'avons plus jamais parlé de ce qui s'était passé. Mais les pas résonnants et les visages tristes dans le miroir étaient gravés dans nos esprits, nous rappelant que certains endroits recèlent de sombres secrets. Je travaille à la station-service depuis 3 ans. C'est un petit endroit où juste moi et une autre personne, nous travaillons ensemble. Mon collègue James est comme un grand frère pour moi. Il veille toujours sur moi et nous partageons des histoires pour passer le temps. Notre station-service est sur une route calme, entourée d'une forêt dense et sombre. La plupart des nuits sont calmes avec peu de clients, s'arrêtant pour faire le plein ou pour acheter quelque chose rapidement. Une nuit, James a appelé pour dire qu'il était malade et j'ai dû travailler seul. C'était une nuit glaciale, avec le vent qui hurlait à travers les arbres. La station-service était dans un silence total, rompu seulement par le bourdonnement des lumières fluorescentes. Un sentiment d'inconfort m'a envahi d'être là. Seule l'obscurité dehors semblait encore plus épaisse que d'habitude, et les ombres des arbres dansaient comme des figures menaçantes pour me distraire. J'ai commencé à organiser les étagères et à nettoyer le comptoir. Le temps semblait traîner, comme si l'horloge refusait d'avancer vers minuit. J'ai entendu le bruit des pneus sur le gravier et cela m'a fait sursauter. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu une vieille berline usée. Le conducteur n'est pas sorti juste. Il était assis là, à regarder la station-service. J'ai pris une grande inspiration et je suis sorti pour vérifier. L'air froid me cinglait la peau à mesure que je m'approchais. « Avez-vous besoin d'aide » ai-je demandé en essayant de garder une voix ferme. L'homme dans la voiture a lentement tourné la tête vers moi. Son visage était pâle et tiré, avec de profonds cernes sous les yeux. Il a légèrement hoché la tête, mais n'a rien dit. Je suis allé à la pompe et j'ai réalisé qu'il n'était même pas sorti pour prendre le tuyau. Il était juste assis là à me regarder. « Avez-vous besoin de Gina » ai-je insisté une fois de plus. Il m'a fait signe de la main et a finalement ouvert la portière. Quand il est sorti, j'ai vu qu'il portait un manteau sale et des vêtements visiblement vieux et usés.
Ses mouvements étaient lents, presque comme s'il était en transe. Il m'a tendu un billet froissé en marmonnant quelque chose que je ne comprenais pas. J'ai pris l'argent et j'ai commencé à faire le plein. Pendant tout ce temps, l'homme est resté debout près de la voiture, me regardant sans ciller tandis que le carburant coulait. Mon malaise grandissait. Son regard était fixe et vide, et le sentiment que quelque chose n'allait pas ne faisait que grandir à mesure que le réservoir se vidait. Complet, il n'a pas bougé pour aller chercher le tuyau. J'ai dû le faire pour lui bonne nuit. J'ai dit au revoir. En vitesse, il n'a pas répondu. Il est simplement retourné à la voiture et est parti sans dire un mot. Je suis rentré à l'intérieur en verrouillant la porte et immédiatement derrière moi, mon cœur battait vite. J'ai essayé de me concentrer sur mes tâches pour me calmer, mais la sensation d'inconfort ne disparaissait pas. Le vent dehors semblait de plus en plus fort et les ombres à l'intérieur de la station-service semblaient plus denses, l'image des yeux sans vie de cet homme. Les heures s'éternisèrent et l'horloge sonna enfin 3 heures du matin. Je comptais les minutes jusqu'à la fin de mon service lorsque les lumières se mirent à clignoter et soudain, tout devint noir. La station était plongée dans le noir complet et mon cœur s'emballa. J'attrapai la lampe de poche sous le comptoir et l'alluma. Le faisceau de lumière traversa l'obscurité, mais j'avais l'impression que les ombres autour de moi se rapprochèrent de plus en plus. Je vérifiai le disjoncteur, mais tout était en ordre. Peut-être que l'orage qui se préparait dehors avait provoqué le panne de courant. J'ai essayé d'appeler James, mais son téléphone portable n'avait pas de signal. J'étais complètement seul dans le noir, avec seulement la lumière de la lampe de poche pour m'accompagner alors que je retournais. Au comptoir, j'ai entendu des pas dehors sur le gravier. J'ai pointé la lampe de poche vers la porte, mais je n'ai rien vu. Le vent dehors hurlait, amplifiant le sentiment de menace. Une terreur croissante s'est emparée de moi. Je n'ai vu personne, mais j'ai senti que je n'étais pas seul. Je suis resté derrière le comptoir, où je me sentais un peu plus en sécurité. Les minutes passaient lentement, comme des heures, puis les pas se rapprochèrent. Mes mains tremblaient alors que je tenais la lampe torche. C'est alors que j'entendis un léger coup sur la vitre de la porte. J'ai lentement tourné le faisceau de lumière vers l'entrée, et là, le visage pressé contre la vitre, se trouvait l'homme de la voiture. Ses yeux étaient écarquillés, et sa bouche déformée en un sourire sinistre. Mon cœur battait la chamade. Il continua à se tenir là, me fixant sans bouger. Je reculai lentement en espérant qu'il s'en aille, mais il ne le fit pas. Il commença à frapper à la porte, et les coups devinrent de plus en plus forts. Je me sentais piégé sans avoir où courir. Les fenêtres étaient verrouillées, et la peur m'empêchait même de penser à m'enfuir. Le bruit des coups a résonné dans la station vide, et mon esprit s'est emballé en essayant de trouver une solution. Soudain, les lumières se sont rallumées. L'homme a arrêté de frapper. Il m'a regardé fixement pendant un moment de plus, puis sans rien dire, il s'est retourné et a disparu dans l'obscurité. Je n'ai pas pu dormir après ça. Dès que mon quart de travail s'est terminé, j'ai verrouillé la station et je suis rentré chez moi encore tremblant. Le lendemain, j'ai tout raconté à James, qui a promis d'enquêter, mais l'homme n'est jamais réapparu. Même ainsi, le souvenir de ses yeux sans vie et le sourire, le sinistre me hante toujours. Travailler à la station-service, la nuit, n'a plus jamais été pareil pour moi.